Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité sur Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Thomas Rivol. Thomas, c'est un fou de la vente et de marketing. Depuis une dizaine d'années, il enchaîne les expériences de développement de business. Il a cofondé Capital Training, c'est une application de coaching sportif qui regroupe 130 000 membres. Il a rejoint aussi Kimono en 2021 où il gérait des équipes sales, donc de vente. Et depuis, il a créé avec son frère Maxime, salut Maxime, le Sales Lab. C'est une entreprise qui aide plus de 400 entrepreneurs à ce jour à booster leurs ventes. On s'est connus sur LinkedIn et je dois vous avouer, j'adore son approche directe et franche du marketing. Salut Thomas, comment vas-tu ? Hello Marine, écoute, top, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Très content de passer sur ce programme et écoute, au top, ça va super. Et toi ? Écoute, ça va très bien aussi, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Et comme je sais que toi, t'es un mordu de vente, t'es un expert, j'avais envie de dégrossir avec toi pour notre audience un sujet qui est encore un petit peu flou, j'ai l'impression, chez les entrepreneurs. Et ce sujet, c'est l'account-based marketing. Et plus précisément, comment est-ce qu'on peut toucher ses clients au cœur avec cette méthode ? Parce que comprendre son utilisateur pour mieux le servir, c'est la base. Mais sur le net, on voit un petit peu de tout. On ne sait pas trop à quelle table aller manger. Et des fois, c'est une prise de tête pour trouver la méthode qui va convenir à la fois à notre client et à notre business. Mais avant de rentrer sur le sujet, est-ce que tu es OK pour nous partager ton meilleur souvenir de Noël ? Yes, alors c'est une bonne question. En fait, quand tu m'as parlé de ça, j'ai creusé pour essayer de trouver quelque chose d'un peu original. Et je me suis rappelé d'une histoire que mes parents m'ont racontée il y a quelques temps. En fait, quand j'étais gosse, très tôt, j'ai voulu savoir si le Père Noël, c'était une connerie ou pas. Donc, je cherchais tous les moyens et tous les subterfuges pour me renseigner. Et en fait, j'ai fini par un jour me planquer derrière le sapin un soir. Donc, le soir entre le 24 et le 25, si je dis pas de conneries, donc avant d'aller me coucher, Ouais. histoire de voir s'il y avait des cadeaux qu'elle allait déposer dans la nuit. Tu vois, j'avais déposé un morceau de pain, un verre d'eau et tout pour les reines, histoire de voir s'il y avait vraiment un truc qui se passait. Et donc, en fait, je me suis planqué dans le sapin sans que personne ne me voie. J'ai dû poireauter, je pense, facile 1 heure et demie, jusqu'à ce que mes parents arrivent et déposent le cadeau. Donc, bien évidemment, j'avais cramé le truc. Et j'étais assez gamin, je devais avoir, je sais pas, j'étais en maternelle à l'époque. Ouais. Et mon grand jeu après, c'était de faire croire à mes copains à l'école que le Père Noël existait vraiment et que je l'avais vu. Donc, je faisais en sorte, en fait, de leur poursuivre leur truc, leur rêve, en disant, mais les gars, je l'ai vu, j'ai discuté avec lui, je l'ai croisé, etc. Donc, voilà, bref. Je me suis rappelé de cette histoire. Et je crois que c'était le début de mon game de, tu vois, raconter des histoires, faire du storytelling, etc. C'est ça, j'allais C'était dire, le tu début de faisais l'aventure. déjà du marketing en fait finalement. Grave, j'aimais trop ça, tu vois. J'adore ce type d'histoire, franchement c'est génial. Moi j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas, et désolé d'ailleurs s'il y a des personnes qui pensaient qu'il existait. Euh, j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas en fait en préparant le repas de Noël avec ma maman dans la cuisine. La porte était fermée et du coup normalement je pouvais pas voir ce qu'il y avait au salon, sauf que j'ai regardé par le petit trou de la serrure et je me suis aperçue en fait que le Père Noël ressemblait beaucoup à mon papa. Ouais, je vois très bien. Mais voilà, en fait, on est malin, tu vois. On veut pas se faire berner, on voulait absolument connaître la vérité, donc il fallait trouver un subterfuge. Il fallait trouver des choses pour rétablir C'est la vérité. C'est Souvent, c'est exactement chose ça. faite. On était stratège dès l'enfance. De ouf. Enfin, on essayait de l'être en tout cas, tu vois. Ouais, voilà. Et du coup, donc ça c'était ton meilleur souvenir et en fait ton expertise aujourd'hui c'est un peu le cadeau que tu vas faire aux personnes qui vont écouter cet épisode, donc encore merci d'avoir accepté. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le concept d'account-based marketing pour les personnes qui ne le connaissent pas? Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Yes, c'est en fait un nom qui peut paraître un peu barbare, déjà parce que c'est un acronyme, en plus parce que c'est en anglais, puis en plus parce que ça parle de marketing, et souvent quand on parle de marketing, il y a toujours des noms barbares. L'account-based marketing, c'est simplement une méthode, on va dire, de marketing, donc pour attirer des clients potentiels et des prospects, qui passe non pas par une prospection un peu vénère et globale, mais qui passe par du contenu de qualité qui va être spécifique à une audience particulière. C'est pour ça qu'on parle d'account base. En gros, c'est
basé sur un compte, en gros, voilà, de manière assez simple. Donc le but, au lieu d'avoir la pyramide de contenu habituel, c'est-à-dire on a le contenu en haut, ensuite on va nurturer un peu l'audience, et après en bas, on va aller taper dans une toute petite portion de l'audience pour faire des ventes. On va retourner cette pyramide. En fait, on va partir du haut, c'est-à-dire quel est le persona exact qui nous intéresse, comment on va le nurturer, et ensuite on passe sur la partie vente, justement. Donc ça permet en fait de convertir plus facilement, de manière plus personnalisée, et c'est notamment très intéressant. Alors même pas quand on est une grosse boîte, une grosse startup, même en tant que freelance, solopreneur, etc. C'est super intéressant pour les boîtes type high ticket qui nous intéressent, donc le gros budget, euh, grosses boîtes ou PME, etc. C'est vachement intéressant parce qu'on a une approche différente, plus personnalisée, avec plus de valeur. Donc voilà, en résumé, j'ai essayé de faire en moins de 50 secondes une petite overview globale de ce qu'est l'ABM. Génial. Est-ce que c'est, selon toi, une méthode, une stratégie qui va s'adapter à tous les types de business, qu'on vende du service, du produit, qu'on soit un gros business ou un tout petit business, ou est-ce que il y a quand même des prérequis à respecter? Bah, si tu veux, en fait, déjà, c'est une approche B2B, pour faire simple. Et c'est une approche qui peut pas se faire sur du volume, dans le sens où ton but, justement, c'est de définir un persona précis. Donc, typiquement, si tu as un produit, on va dire, allez, que tu vends à 15 balles, et que ton but, c'est d'en vendre, je sais pas, 10 000, 20 000, 50 000 sur l'année, ça va être compliqué de faire de l'ABM. Pour moi, c'est pas la bonne stratégie. En revanche, si tu te dis, je sais pas, en tant que, par exemple, solopreneur ou freelance, tu as une offre à, je sais pas, 10, 15 000 euros, ou ne serait-ce que, je sais pas, 4, 5 000 euros par devis. Ouais, dans ce cas-là, ça vaut le coup d'identifier, tu vois, 80 personnes qui vont être décisionnaires, de comprendre comment elles fonctionnent, quels sont leurs besoins, etc. Et de te dire, je mets en face une vraie strate de contenu pour les toucher individuellement, avec de la valeur, me différencier, etc. Parce que je sais que finalement, si j'en signe 10, bon, bah, c'est bon, tu vois, j'aurais fait mon chiffre d'affaires. Donc, pour moi, en fait, toutes les actions que tu vas mettre en place, et ça, de toute façon, c'est valable pour toutes les stratégies marketing, le seul indicateur, hormis bien sûr la notoriété, mais j'en parle pas, parce que moi, mon taf, c'est la conversion, le seul indicateur, ça va être le retour sur investissement. C'est en gros, est-ce que ce que tu prends le temps de faire, ça va te générer assez de business pour justifier le temps que tu auras passé à le faire. Et c'est pour moi, mais en fait, c'est valable pour la BM, donc la Based Marketing, mais c'est valable aussi pour plein de choses, pour ta création de contenu, pour, je sais pas, pour ton SEO, pour tout ce que tu peux imaginer. La vraie question, c'est ton retour sur investissement. Donc, c'est est-ce que ce que tu mets en place, ça te rapporte assez? Et c'est pour ça qu'en fait, je te dis que sur un petit produit pas très cher, c'est relou de mettre en place une grosse stratégie de contenu personnalisé parce que c'est pas rentable. En revanche, si c'est pour closer du high ticket et des devis qui vendent 2 000 euros à 50 000 euros, ouais, ça vaut le coup de bosser un truc personnalisé, de faire du contenu de qualité, etc. Donc, en gros, c'est valable pour tous, mais ça dépend du retour sur investissement et donc du panier moyen que tu vas closer en moyenne. Ouais, ça dépend beaucoup aussi de la stratégie finalement, du business model qu'on veut adopter, puisqu'il y a des personnes qui, et elles ont raison de le faire si ça leur convient, elles veulent vendre que des petits produits, mais en énorme quantité, et il y en a d'autres, ils vont se spécialiser, on va dire, sur du high ticket, comme tu le disais. Carrément. Carrément. Ouais, c'est clairement ça. Et parmi les personnes qui nous écoutent, je sais qu'il y en a pas mal qui ont mis en place déjà des stratégies d'inbound, donc par exemple de la création de contenu ou d'outbound avec de la pub, de la prospection, etc. Selon toi, est-ce que on peut appliquer l'account-based marketing, donc l'ABM, aux stratégies qui sont déjà en place, ou est-ce que ça demande de retravailler les stratégies qu'on avait jusqu'à présent? En fait, ça va dépendre, je pense, de ta stratégie personnelle de création de contenu. Est-ce que tu as une stratégie? Tu sais, souvent, on parle du tofu, mofu, bofu, donc les Ouais, contenus top of funnel pour faire la découvrabilité, ensuite le middle of funnel pour faire du nurturing, et puis à la fin, le bottom pour convertir. ouais, Et donc, en fait, ton tofu, ça va être des contenus assez larges. Donc, typiquement, là, c'est pas de la BM puisque c'est ultra spécifique. Enfin, au contraire, c'est pas spécifique du oui, tout. En c'est ultra revanche, large. les contenus middle of funnel, ils peuvent être plus spécifiques, ils peuvent apporter plus de valeur. Et je sais que, tu vois, alors après, bon, il y a toujours différents concepts de marketing et on aime bien, tu vois, les segmenter et les cloisonner. Ouais, Mais je pense qu'en fait, quand tu captes l'intérêt de chacun, tu peux te faire une sorte de mélange sans forcément nommer ta stratégie. Typiquement, tu vois, moi, je sais que dans mon cas, je fais quelques contenus, on va dire, tofu sur LinkedIn, mais très peu, parce que ça me gonfle. Alors, je sais que ça fait grossir l'audience, mais ça me gonfle. Par contre, j'essaie de faire beaucoup de mots fous. Et en fait, sur mes mots fous, donc, qui sont censés nurturer, apporter de la valeur et une perspective différente, sans rentrer sur des thématiques trop mainstream, je sais que j'ai différents personas. Et donc, en fait, quand je fais un contenu mot fou, je vais m'adresser à un persona précis. mhm, Et donc ça, en fait, ça peut limite être considéré comme de la BM, dans le sens où, en fait, tu vois, je sais qu'il y a une problématique précise d'un persona précis, j'y apporte une réponse, et ça fait partie de ma strate, en fait. Donc, en fait, tu peux tout mélanger. Le seul sujet, en fait, c'est que plus tu vas créer de contenu, plus tu auras de ressources pour ton account-based marketing.
tu vois. Ouais. Alors que ce soit pour des nouveaux clients, que ce soit pour potentiellement upsell des clients existants, enfin, tu vois, tu as différentes manières d'appréhender la chose. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, tout passe par le contenu. Et plus tu veux être pertinent dans ton contenu, plus tu dois, on va dire, être spécifique et segmenter ton approche. Puisque finalement, en fait, si tu parles à tout le monde, bon, l'approche que tu vas avoir, les conseils que tu vas donner vont être cool, mais pas super applicables et pas super pertinents. Donc j'aime bien cette approche, tu vois, de me dire, tu as un peu de tofu, et en fait, ton ABM, il vient dès le début via ton contenu. Et le but, en fait, c'est ça. Tu sais, je dis souvent qu'en fait, dans la vente, tu peux être le meilleur closer, ou la meilleure closeuse, ce que tu veux, mais le but, en fait, c'est pas de closer. Le but, en fait, c'est de mettre assez de valeur sur la table et assez de confiance pour que les gens aient envie d'acheter chez toi. Et c'est ça, en fait, pour moi, le vrai sens de l'inbound marketing au sens large, au-delà de la découvrabilité et de générer des leads. Tu vois, c'est comment tu fais pour répondre à cette équation de vente qui est valeur plus confiance égale vente. Donc la valeur, tu la mets sur la table avec des bons contenus, puis la confiance, elle vient à force de poster des choses qui vont intéresser les gens, à force de poster des conseils pertinents et actionnables, ils vont finir par avoir confiance en toi. Et donc en fait, tu n'as pas à vendre, quoi. Les gens viennent à toi pour acheter directement. Tu vois, ça inverse un peu le rapport. Donc Ouais. c'est un peu dans cette logique globale. J'ai grave divagué sur le truc, mais parce que je kiffe le sujet. C'est pour ça que je t'ai proposé d'en parler, c'est parce que je sais que j'aurai eu un épisode pépite avec ça. Et d'ailleurs, t'as soulevé plein de points intéressants, mais je voulais pas te couper dans ton explication parce que moi aussi j'adore ce type de sujet. Donc, ce qui est important, ça va être de connaître votre cible, ce que j'ai noté. Mais ça, c'est valable pour tout, pas qu'en marketing finalement, en produit, ça marche aussi. De bien connaître votre cible pour pouvoir bien cibler votre message ou votre création de contenu en l'occurrence. Ça va être aussi de voir des techniques qui existent, essayer de les mixer. Moi, je fais pareil que toi, je fais du tofu pour avoir un peu de visibilité. Et ensuite, avec mon mofu, je réponds directement aux problématiques que j'ai avec mes prospects, avec mes clients. Et très étonnamment, mais pas tant que ça en fait, ça résonne chez d'autres entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque temps, j'ai fait un post pour automatiser sa partie financière. Quand on est solopreneur ou quand on est une agence, c'est hyper relou de gérer les factures, les devis, tout ça. Et donc j'ai fait un post avec des idées d'automatisation. Bizarrement, j'ai eu 3 leads après ce post. Simplement parce que, Ah, comme tu disais, c'est une action laser sur un problème très précis, une personnalité très précise, et du coup, c'est beaucoup d'autant plus efficace. ah, mais clairement. Mais tu sais, d'ailleurs, moi, je le vois sur LinkedIn, les contenus qui marchent le moins, on va dire, entre guillemets, dans ce que je produis, c'est généralement ceux qui me rapportent le plus de business. Pourquoi? Parce que justement, ils sont spécifiques et actionnables. Donc, en fait, tu peux faire un post un peu marrant ou un peu coup de gueule sur une thématique RH ou sales, un truc qui t'a saoulé et tu vas faire 3000 likes. Cool. Ton ego, il est flatté, t'es content. Et après, tu vas faire un post très, très spécifique qui va faire 80, 90, 100 likes, tu vois, mais très spécifique. Donc, vraiment sur une audience précise. Et Ouais, là, tu vas recevoir 5 messages privés, 8 demandes de rendez-vous, enfin, tu vois. Donc, en fait, pour moi, c'est comment tu jongles un peu entre les deux. Mais je suis convaincu que cette approche par le marketing de contenu et le contenu efficace et actionnable, c'est ça aussi qui fait la différence, tu vois. C'est qu'en fait, il faut que ton contenu il soit pas juste à consommer. Il faut que ce ouais, soit une base, une checklist, un truc à faire qui puisse se mettre en pratique. Et en fait, on voit beaucoup de contenu ultra pertinent. Et je trouve que souvent, enfin pas souvent, mais de temps en temps, il manque une petite variable qui est, OK, je kiffe, mais comment je fais pour le mettre en place? Est-ce que tu as 4 étapes à me donner, un sens, tu vois? En fait, ouais, tu comprends le concept, tu dis c'est cool, mais c'est comme par exemple, là on parle d'ADBM, donc on capte l'enjeu, tu vois, je pense que les personnes qui nous écoutent vont comprendre le truc. Après, la question, ça va être comment je le mets en place? Parce que en fait, si tu n'as pas ça, tu vas dire super, j'ai une bête d'idée. Par contre, demain matin, pour la mettre en place, je ne saurais pas comment faire. Tu vois. c'est Donc, je pense que justement la potentiellement, question que je sais pas j'allais si te tu as prévu dans les poser. questions. On est connecté aujourd'hui, Donc, c'est parfait. Bah, incroyable. très simple. Bah, parfait, tu vois. Donc, non, mais très simple pour le mettre en place. Euh, je sais pas quelle est ton audience, si c'est plutôt des freelance, solopreneurs, sales de différentes boîtes, salariés de différentes boîtes, je sais pas trop. Est-ce que tu as une indication par rapport à ça? Peut-être que je Alors, pourrais du coup ajuster un peu ouais, ma checklist. les personnes qui nous écoutent, ça va être pas mal de solopreneurs. On a des CEO de start-up et des managers aussi d'agences. Ok, bon, parfait. On va faire global, on va dire. Je pars du persona, on va dire, allez, solopreneur, mais je pense que les CEO pourraient aussi se reconnaître dedans et potentiellement sous-traiter du coup cette partie contenu à leur équipe marketing ou leur équipe sales. En gros, l'idée, c'est de se dire, l'ABM, c'est une stratégie qui va prendre du temps, puisqu'elle demande de bosser sa cible, de bosser son contenu, de faire un contenu spécifique, de délivrer le contenu, de prendre des feedbacks, etc., etc. Donc, on va se dire que c'est pour des gros budgets.
Et alors ça dépend de chacun et de son état d'avancement, mais on va dire que ça va être pour le top 20%, top 10% peut-être même de nos devis. C'est-à-dire, je sais pas, pour certains solopreneurs, des devis à 4 000 à 5 000 euros, pour certaines startups, des devis à 40 000, 50 000, j'en sais rien. Chacun voit à midi à sa porte, mais Pour en sa plus gros, grosse pour les offre, en gros budgets. fait. Ouais, exactement. Plus grosse offre, que ce soit de l'accompagnement personnalisé. Souvent, pour les solopreneurs, ça va être du temps humain. Donc, soit de l'accompagnement en coaching, voilà, soit peut-être de la prod sur les personnes qui font de l'exé, de la prod qui va prendre du temps et qui vont vendre cher. Donc, voilà. On va partir de ça. Une fois qu'on a ça, on définit la cible. Quelle cible, quels sont ses besoins, quelles sont ses envies, quelles sont ses problématiques et pourquoi ces cibles font appel à moi. Tu vois, histoire de savoir vraiment sur quel point, toi, tu as un levier qui va être intéressant Ouais. et qui va pas entrer en collision avec ce que quelqu'un d'autre pourrait faire pour cette boîte ou pour cette personne. Donc, tu pars de ça, tu vas définir les besoins et les problématiques exactes et à partir de là, en fait, tu as ton résumé, en fait, ton sommaire, on va dire plutôt. Tu as le sommaire des thématiques que tu dois aborder pour apporter de la valeur. Et donc, en fait, tu as, je sais pas, peut-être 5 points de friction. Et sur les 5 points de friction, tu vas apporter 5 réponses différentes que tu peux sous-découper en différents postes avec différentes approches. Un poste global pour répondre à la question. Enfin, je dis un poste, ça peut être une newsletter, ça peut être un mail, peu importe. Et puis après, peut-être un contenu plus spécifique, plus activable, etc. Et donc, en fait, tu prends ces thématiques-là, tu apportes tes réponses de manière différente à chaque fois, tu as ta strat, et ensuite, tu te dis, soit je fais une logique de contenu pur et dur où je passe par LinkedIn directement, potentiellement, soit je délivre sur ma newsletter, parce que je sais que mon persona est présent dessus, soit mon persona, il lit pas ma newsletter, il est pas sur LinkedIn parce qu'il n'a pas le temps. Donc, je vais lui shooter un mail, mais ça va pas être un mail de prospection, ça va être un mail très spécifique. Et soit c'est des personnes qui sont déjà clientes et qui te connaissent, soit c'est des personnes qui ne te connaissent pas. Et donc, en fait, ça va être une sorte de prospection, mais une prospection par la valeur. C'est-à-dire qu'en fait, dans ton approche, tu vas pas dire Hello, j'ai un super truc qui va te permettre de faire X, Y, Z. Tu vas lui dire Hello, je pense que tu as telle problématique. Et j'ai déjà accompagné 50 personnes. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait un blog post il n'y a pas longtemps sur cette thématique. Ça prend 30 secondes. Si tu veux te checker, je te laisse le lien. Et en fait, c'est une approche que j'aime beaucoup parce que souvent, les approches de prospection, elles sont commerciales. On te C'est vend un ça. truc, tu as un call to action, tu vois. C'est Et quand tu exactement arrives en fait ça. avec une approche en disant, tu vois, je prends quelqu'un pour l'amener finalement dans mon tunnel de conversion avant de le closer, c'est un truc qui est surprenant, qui est différent. Tu vois, je sais que si par exemple, toi, si demain, tu as une problématique énorme sur, je sais pas, un axe X, Y, Z de ton business, tu vas avoir 5 personnes qui vont t'écrire par mail, tu en as 4 qui vont te proposer de payer ou de booker un rendez-vous pour résoudre cette problématique, et tu as la cinquième qui va te dire, j'ai un article pour toi. Ça a aidé 100 personnes qui sont exactement dans ta situation, et ça va te prendre 30 secondes pour le lire. Tu vas cliquer direct sur le truc. Et potentiellement, si tu as kiffé, tu voudras les suivants. Donc, tu vas t'abonner au blog, tu vas t'abonner à la newsletter, peu importe. Et donc, en fait, toi, du coup, en tant que sales, on va dire, quand tu vas prospecter, tu fais rentrer des gens sur, du coup, ton tunnel, enfin, dans ton tunnel. Ça te permet ensuite de les nurturer avec de la valeur. Et donc, on rentre dans cette logique après de contenu qui te permet d'attirer des leads, de les nurturer et de ne pas chercher à les closer, de les laisser venir à toi. J'adore. Tu m'as embarqué dans ton voyage et j'étais en train de me dire, bah effectivement, côté stratégie, moi j'en suis à telle étape, etc. Et franchement, j'espère que vous qui nous écoutez, ça vous apporte beaucoup de valeur. En tout cas, moi je trouve que c'est hyper précieux. Du coup, pour récapituler cette explication, la première chose, bah déjà, c'est de connaître votre business, quelles sont vos offres, quelle est l'offre que vous voulez vendre via l'account-based marketing. Ensuite, c'est connaître votre cible, mais ça, vous commencez à être habitué. C'est connaître ses pain points, ses points de douleur, ses besoins. Une fois que vous avez retiré ces données, finalement, c'est prendre chacun des pain points, des points de friction, comme tu dis, et de voir quel type de contenu tu peux créer avec ça. Parce que ça peut être des posts LinkedIn, ça peut être, moi je fais du podcast par exemple, ça peut être plein d'outils différents. L'idée, c'est de créer du contenu là où est votre cible. Pourquoi? Parce que bah, si vous créez du contenu, par exemple, sur Facebook et que votre cible n'écoute que des podcasts, vous n'avez pas un très bon ROI du coup, et c'est pas très stratégique. Donc, regardez où elle est, postez là où elle est. Et j'ai beaucoup aimé aussi ton approche de la prospection. J'ai un petit peu la même que toi, c'est-à-dire que ben moi, je vends pas en fait. Je dis toujours, je ne sais pas vendre. Vendre au sens classique du terme, c'est-à-dire que ben moi je préfère donner des conseils, même quand je fais des cafés virtuels, je donne beaucoup de valeur. Et derrière, les gens ils se disent, tiens, c'est pertinent, les choses que tu m'as données gratuitement, tu m'as fait une masterclass pendant 15 minutes, ben j'ai envie de rebooker un rendez-vous avec toi.
Et ça, c'est une façon de créer du contenu, certes qui n'est pas palpable, mais qui apporte beaucoup de valeur à votre cible en fait. Et c'est comme ça qu'on devient mémorable. Clairement, ouais, clairement. Tu sais, j'ai pour habitude de dire qu'en fait, les gens n'achètent pas à ceux qui vendent, ils achètent à ceux qui donnent. Non, même différemment, je dis, ils n'achètent pas à ceux qui prennent, ils achètent à ceux qui donnent. Et donc, en gros, ton but à toi, tu sais, je te parlais de l'équation de la vente, c'est exactement ça, en fait, c'est valeur et confiance. Ton seul Ouais. but, c'est ça. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, bon, il y a plein de boîtes qui prospectent énormément, mais il y a peu de gens qui donnent de la valeur continuellement, de manière, tu vois, non calculée. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, on me dit, ouais, mais en fait, si je donne de la valeur, genre en tant que solopreneur ou Mhm. solopreneuse, tu vois, si je donne de la valeur, ça, mon produit, mon service va en pâtir, parce qu'en fait, j'aurais déjà donné des choses, tu vois. Ouais. Et ce à quoi je réponds, mais en fait, l'information, si ton prospect la veut, il va sur Google, tu vois, il tape 3 mots-clés. Alors oui, il va prendre un peu plus de temps, mais il va la trouver. Ouais. Et donc, en fait, le sujet, c'est que vu que l'information, elle est fluide et que tout est accessible en 0,33 secondes un peu partout, alors peut-être un peu plus en cherchant, mais en moins d'1 minute, tu vois, Ouais. le game, c'est est-ce que tu veux que ce soit tes concurrents qui donnent cette valeur, qui créent de la confiance, etc., et qui récupèrent tes leads, ou est-ce que tu es prête à donner un peu de valeur, tu vois, et à créer une relation de confiance, et donc toi, du coup, à onboarder tes clients. Et pour moi, c'est toujours le sujet, tu vois. Pour moi, c'est ceux qui donnent le plus. Alors, bien sûr, tu donnes, il faut aussi savoir au bon moment mettre une limite et dire, OK, là, c'est payant. Tu vois, Après, parfois, tu as l'autre extrême, c'est genre, je donne tout, Ouais. mais du coup, je close pas, je fais jamais de vente, mais je donne, tu vois. OK, cool, mais l'air de rien, genre, on fait du business, tu vois, on n'est pas une asso. Donc, en fait, c'est comment tu doses ça, mais je suis convaincu que ceux qui donnent le plus en tirent le plus de fruits. Et en plus, je trouve que c'est une logique ultra positive, tu vois, où tu partages de la valeur, et ça tire le marché vers le haut, dans le sens où chacun va se mettre à partager ses conseils. Alors après, on va nous dire oui, mais du coup, on entend tout et n'importe quoi. Cool, mais au moins, tu as de l'info. Après, tu testes, tu vas pêcher. Je préfère, tu vois, avoir, je sais pas, voir 20 posts sur le même sujet, quitte à avoir des opinions contradictoires et à me dire, je vais pêcher ici ce qui m'intéresse, là ce qui m'intéresse, et j'itère et je teste personnellement, qu'avoir rien, tu vois, et galérer et justement aller piocher à gauche à droite. Donc non, je pense que c'est une logique qui est positive pour tout le monde, que ce Ouais. soit pour toi à titre perso déjà, pour la création de ton audience, et puis en plus de ça, pour tes prospects et pour tout le monde, quoi. Je te rejoins totalement. Il faut savoir que même si vous donnez par exemple des tutos ou des process, ou même vous faites une explication entière de comment vous fonctionnez, c'est pas parce que vous expliquez ça que les gens vont le faire en fait. Il faut savoir que la plupart des gens, ils ont la flemme. Ils ont la flemme, Clairement, ils ouais, vont pas prendre le temps de monter, bah, par exemple, tout un tunnel d'account-based marketing, sachant que bah, il y a d'autres personnes, d'autres experts qui vont le faire à leur place et qui vont probablement le faire mieux qu'eux. Donc en fait, donner, ça permet, comme tu disais, de créer une relation de confiance qui est hyper important dans un processus commercial, mais même humain. Et en plus de ça, bah, ça va montrer que oui, vous savez de quoi vous parlez en fait. Donc n'hésitez pas, posez des tutos, posez vos process, dites les étapes à suivre pour débloquer une des problématiques de votre client. Parce que le but, c'est pas juste de l'accompagner du point A au point B. Ouais, et je pense en fait du coup à toutes les personnes qui font du conseil. Et c'est drôle parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai été pendant longtemps dans le sport avec une app de coaching sportif et j'ai plein de potes qui étaient coachs sportifs, etc. Et en fait, il y a une sorte de non-dit, de secret de polichinelle un peu dans ce milieu. En fait, on pense que quand tu fais appel à un coach ou à un consultant, c'est pour avoir de la valeur, c'est pour avoir, tu vois, des conseils, etc. Et oui, ça peut être le cas. Mais très souvent, c'est juste pour te botter le cul et pour passer à l'action. En fait, tu prends, alors sans parler des meilleurs coachs sportifs, de ceux qui accompagnent des athlètes de très haut niveau, etc. Je ne parle pas de ça. Mais le coach sportif basique, tu vois, qui est sûrement talentueux, qui a son diplôme, etc., lui-même sait très bien que ce qu'il va donner comme programme, alors même si c'est personnalisé, etc., et qui va faire payer, du coup, je sais pas, 50 balles de l'heure, 100 balles de l'heure, j'en sais rien, la personne en soi, elle peut le trouver gratos sur Google ou sur n'importe quelle app ou à 10, 15 balles, tu vois. C'est La ça. raison pour laquelle tu vas prendre un coach, c'est quand tu vas te dire, aujourd'hui, je m'entraîne pas parce que j'ai la flemme, ton coach, il va te dire, t'amènes ton cul, tu viens t'entraîner et tu m'envoies, si je suis pas avec toi, tu m'envoies la photo de ce que tu as fait, tu m'envoies les photos de ce que tu bouffes, etc. Et donc, en fait, souvent, quand tu fais appel à des consultants, c'est aussi pour un coup de pied au cul et pour la structuration. Ce qui veut dire qu'en fait, généralement, c'est ça. C'est coup de pied au cul pour le passage à l'action et structuration pour savoir comment y prendre. Ce qui veut dire qu'en fait, même si tu donnes beaucoup de valeur et tu vois, moi, des conseils sales, j'en partage tous les jours, quasiment tous les jours. Ouais. Et je peux partager plein de choses qui sont soit dans la formation sales qu'on a, soit que je peux mettre en place parfois en accompagnement et en coaching, tu vois. Mais en fait, on s'en fout.
Puisque les gens, ils viennent pas chercher cette information-là, ils viennent chercher plus, ils veulent un accompagnement, ils veulent savoir, en fait, OK, j'ai cet ingrédient, cet ingrédient, cet ingrédient. Maintenant, comment je fais pour les mettre ensemble? Comment je les mets en place? Tu vois, c'est comme un cuistot. Demain, Etchebest, il te partage sa meilleure recette en te disant il faut 500 grammes de lardon, machin truc. S'il n'est pas avec toi, je peux t'assurer que le plat, il n'aura pas le même goût. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, tu as tous les ingrédients. Donc, en fait, il t'a dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, mais il va t'apporter une brique d'expertise en plus. Et donc, c'est ce que je réponds souvent aux personnes que j'accompagne en accompagnement, tu vois, et en coaching, qui me disent ouais, mais si je donne trop de valeur, je suis cuit, tu vois, je tue mon business. En fait, pas du tout. Tu donnes de la valeur pour prouver ton expertise, pour faire monter la dose de confiance, monter la dose de valeur. Et après, derrière, quand tu bosses avec la personne, là, tu structures le truc, tu ultra personnalises et tu es l'élément déclencheur, un peu le petit coup de pied au cul, tu vois, qui va permettre de se bouger et d'arriver à un résultat plus vite. En gros, c'est ça. Généralement, pour les business, la plupart des solopreneurs, leur business model repose sur la chose suivante. C'est j'ai une méthode que j'ai mis, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans à développer pour passer de A à B. Et mon but, c'est que toi, en tant que client, je te fasse passer de A à B en 2 mois ou en 3 mois. En fait, tu as un accélérateur de temps. Tu vois, C'est soit tu ça. apportes des compétences très spécifiques et très précises, soit tu fais gagner du temps. Et c'est comme ça que je vois le truc. Donc finalement, il y aura toujours une variable où, même si tu partages beaucoup de valeur en tant que coach, en tant que consultant, en tant qu'indépendant, expert, etc., tu auras toujours une brique à mettre en plus pour justement aller plus loin, personnaliser, être déclencheur, etc. J'adore. J'adore. En fait, j'aurais pu lancer l'enregistrement et te laisser faire le show tout seul, tellement tu as donné de valeur. Et en fait, bah, cet épisode de podcast, c'est aussi un très bel exemple, finalement, de démonstration d'expertise, comme tu disais tout à l'heure. Puisque tu nous as expliqué l'account-based marketing, t'es pas là pour vendre quoi que ce soit, juste pour nous partager ta bonne parole. Et bah, du coup, si il y a des personnes qui seront intéressées, elles pourront venir te voir ou tu pourras les recontacter. Et ça, je trouve que c'est génial comme façon d'aborder les gens finalement, puisque on n'est pas intrusif, on va pas dire salut, j'ai tel produit, PayPal me. C'est vraiment se mettre au service de l'autre. Et quand on se met au service de l'autre, en même temps, on se met au service de son business à soi. Et ça, je trouve que c'est génial. Ouais, clairement. Je trouve que ça change un peu l'approche, ça la rend plus humaine. Et toi, tu prends plus de plaisir à le faire parce qu'en fait, tu vois, en tant que. Alors, je dis toi et toutes les personnes qui nous écoutent, en fait, en tant qu'expert ou experte sur une thématique, ton kiff, c'est pas de vendre, tu vois. Ton kiff, c'est de parler de ton expertise. Et donc, en fait, tu as une vision, du coup, là où tu vas parler de ton expertise, parler de ce qui te passionne, de ce que tu adores pour générer des ventes. Donc, en fait, tu le fais par plaisir et tu sais que tu auras un impact business. Et pour moi, du coup, c'est le meilleur truc. Alors, bien évidemment, oui, il faut aussi des strates de prospection à côté et du closing, et voilà. Mais ça peut se, tu vois. Et ce qui va être important aussi, comme tu le disais à un moment dans l'épisode, c'est de poser ses limites. C'est-à-dire, donner, c'est bien, euh, jusqu'à un certain seuil. À un moment donné, à moins que vous soyez une association, et dans ce cas, bienvenue sur l'épisode de podcast. Mais sinon, le but, c'est quand même de faire du business. Et il faut savoir aussi que le fait de payer une prestation, ça engage encore plus la personne. Par exemple, tu vois, tu me parlais de coach sportif tout à l'heure, moi j'en ai pris un l'an dernier parce que j'en avais besoin, et bah, j'ai souvent eu la flemme de faire mon sport. Je me suis dit, je paye quand même ce coach sportif, donc juste pour ça, bah, je vais faire ma séance de sport. Mais clairement, mais c'est pour ça, tu sais que l'exemple du coach sportif, c'est un des plus parlants, parce qu'en soi, quasiment tout le monde veut se mettre au sport, ou fait du sport. Enfin, c'est, tu vois, une thématique ultra, ultra large, Ouais, et tout le monde a la flemme, en résumé. Mais c'est-à-dire que, tu vois, mais moi, je sais que genre, je suis un passionné de sport depuis longtemps, je m'entraîne tous les jours, mais il y a ouais, des jours, j'ai la flemme. Alors que pourtant, je fais partie peut-être de l'extrême, tu vois, qui kiffe le sport, qui kiffe ça. Genre, j'ai ma salle chez moi, j'aime trop le sport, tu vois. Et pourtant, parfois, je me lève le matin, et je suis en mode, ouais, flemme. Et ce que j'ai fait, du coup, alors que je connais très bien les exercices, tu vois, et que ma diète, pareil, je sais quoi bouffer, etc. J'ai quand même pris un coach parce que je sais qu'il va m'apporter ce petit surplus de motivation, tu vois, de trucs. Et en fait, tu as un engagement et c'est un peu le biais de cohérence, en fait, tu vois, c'est que tu vas mettre en place des actions qui vont être alignées avec tes choix, justement pour pas déconner, pour te sentir bien et aligné et cohérent, tu vois. Donc, en fait, ouais. voilà, tu suis quelqu'un, tu te lances. C'est vrai que le paiement, tu as raison, c'est déjà un petit engagement. Tu te dis, j'ai payé pour un truc. Et alors, ce qui est drôle, c'est que euh, plus la valeur est élevée, et ça, je l'ai vu hein, quand j'ai commencé à faire du coaching au début, c'est assez dingue. Euh, Au début, je n'étais pas très cher. Et du coup, les gens que j'accompagnais n'étaient pas très motivés. Mm. Genre, enfin, les personnes m'écoutaient, tu vois, mais il n'y avait pas vraiment d'engagement, tu vois. Ouais. Et petit à petit, j'ai monté mes prix aussi, parce que forcément, j'avais une hausse de la demande. Donc, tu vois, histoire de tout faire tenir sur un planning, j'ai fini par monter les prix. Et je remarque que plus je monte le prix, et le pire, c'est, tu vois, là, je te parle de coaching à l'heure,
Mais Ouais. quand je fais du coaching sur la journée pour des grosses boîtes, là, les tarifs, en vrai, ils sont démentiels, tu vois. Mais les boîtes, elles sont déterminées à fond parce qu'elles savent que, tu vois, c'est un gros investissement et donc, il faut que ce soit rentable. Donc, le coaching, tu vois, c'est oreille grande ouverte, tu vois. Dès que tu conseilles une reco, bim, c'est mis en place, c'est testé direct. Enfin, tu as vraiment un truc ultra pertinent qui va dans ce sens-là, en fait. Tu vois, tu dépenses et Ouais. tu t'engages auprès de quelqu'un. Donc, tu veux, du coup, Et ça aller au marche bout et dans faire les les deux choses correctement. sens. C'est ça qui est génial. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que côté Bien sûr. client, il va mettre un certain budget, il va s'engager sur une certaine durée, donc il va vouloir rentabiliser finalement son investissement. Et nous, de notre côté, bah, par exemple, moi, tu vois, il y a certaines prestats qui durent pendant un an. Quand je signe un client qui me dit, voilà, on signe pour un an, tu vas nous aider à structurer notre business, bah, du coup, moi aussi, je me mets un peu un coup de pied aux fesses, je me dis, ok, Bien sûr. là, il y a un challenge. Là, il faut que je under promise, over value. Toujours. Un concept que j'aime beaucoup. Ouais, Donc, pour ceux qui parlent pas anglais, euh, c'est promettre moins, mais délivrer plus. Comme ça, il y a l'effet surprise. Donc, la plupart des gens aiment bien. Et ça permet aussi de valoriser d'autant plus, j'ai l'impression, votre expertise. clairement, clairement. Tu sais qu'il y a un sujet qui est intéressant d'ailleurs, puisqu'il y a pas mal de solopreneurs qui nous écoutent, d'après ce que tu me dis. Ouais, Il y a un sujet qui est intéressant, c'est qu'en fait, au début, donc, ce que tu veux faire, c'est que au début, tu as peu de clients. Tu vois, donc dans la première phase, tu vas commencer à monter tes prix petit à petit, mais tu restes à des prix qui sont abordables. Ensuite, tu commences à avoir une hausse de ton audience et forcément, du coup, des demandes. Donc, tu vas monter les prix. Enfin, monter les prix. Et ouais, donc, tes prix, tu les montes petit à petit, tu vois, x1, x2, x3, x4, etc. Et en fait, il arrive un moment. Donc, tu vois, tu parlais d'engagement de ton client et de ton engagement à toi. Et en fait, il arrive un moment où tu vas être, on va dire, bloqué en termes de prix, parce que tu vas sentir à partir d'un prix que c'est quand même très très cher. Et du coup, ça va te foutre une pression colossale pour délivrer un résultat. Et tu vois, j'entendais Oussama quand on parlait, quand il a lancé ses calls Better Call Ous, tu vois, ouais, en 30 minutes à 250 euros, 300 euros, je sais plus ce qu'il avait mis. Euh, et en fait, il disait, tu vois, que lui, s'il facturait plus cher, il allait se sentir trop impliqué. Donc, il allait sortir du côté plaisir, parce que je sais qu'il faisait ça pour le kiff, tu vois. Et en fait, c'est marrant cette logique, et je la comprends, tu vois, c'est que plus tu te vends cher, plus tu dois délivrer. Et ouais, au bout d'un moment, si tu es très très cher, tu as cette pression de te dire, ah, putain, là, c'est quand même très très cher. Il faut que je fasse un truc de fou à chaque fois. Et donc, ça te fout une pression. Alors, une ouais, pression sur un coaching, ça va, mais quand tu en fais 3 4 5 par jour, tu finis par péter un plomb. Donc, le truc, tu vois, c'est de trouver le juste milieu sur bien valoriser ton temps. Parce que je pars du principe que c'est comme notre asset le plus précieux. Tu vois, le temps, c'est bien plus précieux que l'argent, quoi. Même si l'argent te permet d'acheter du temps. Mais en gros, tu valorises ton temps le plus cher possible. Mais il faut que, un, ça reste en cohérence avec ce que tu vas apporter en termes de retour sur investissement, soit tangible ou pas tangible, mais il faut qu'il y ait une cohérence. Et deux, il ne faut pas que tu sois non plus en mode sous pression. Moi, je sais que je l'ai été, tu vois, sur des boîtes à qui je facturais à la journée. Je facturais super cher parce que forcément, une journée entière de ton temps, tu vois, c'est un prix de fou. ouais, Mais j'avais une pression de dingue. Et en fait, maintenant, je préfère facturer moins cher, mais me sentir plus tranquille. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas me démener et tout, tu vois, pour apporter de la valeur. Mais je me sens plus tranquille. Parce que je me dis, en vrai, là, c'est clean, tu vois, et je sais que la personne va s'y retrouver. Donc, c'est toute une logique à mettre en place. Et du coup, on s'est complètement éloigné du sujet de la l'ABM. Et je pense que c'est petite parenthèse qui peut intéresser potentiellement quelques personnes qui nous écoutent. Je trouve que c'est clairement intéressant et je trouve que c'est finalement pas si éloigné que ça de l'account-based marketing puisque, on le rappelle, c'est une méthode qui permet de toucher son cœur de cible, son audience en plein cœur, en créant du contenu, on va dire, ciblé, comme un laser, pour pouvoir bah, l'amener au fur et à mesure vers le stade client. Et je trouve que c'est hyper intéressant toute la réflexion qu'on a eue jusqu'à présent sur bah, comment finalement est-ce que on travaille autour de sa création de contenu, parce que créer du contenu c'est bien, et il y a toute la partie off, il y a la partie mindset, et bah, ça fait partie d'un tout en fait. C'est ça qui fait que on est un Mm. entrepreneur et que les personnes vont bosser pour ce qu'on est aussi en tant que personne. Ouais, ouais, carrément. Et tu sais quoi, je vais finir par un petit tips Ouais, pour le solopreneur qui nous écoute. C'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en le faisant et qui est ultra cool et qui en fait peut rajouter une grosse brique de revenus. En fait, quand tu es solopreneur, solopreneuse, je sais pas si on conjugue ou pas, si on peut dire solopreneuse ou si c'est tous les solopreneurs parce qu'on bref. Mais bref, quand on entreprend seul, euh, en gros, on a une expertise sur un ouais, métier, tu vois. Donc tu vas vendre ton temps contre de l'argent.
Et ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, tu vas être limité en termes de revenus, même si tu vends tout le temps de plus en plus cher. Ouais. Le truc qui est cool, c'est ce fameux building public. Tu vois, c'est-à-dire tu construis ton business et tu partages tes découvertes en public. Et ça, en fait, ça t'ouvre une seconde audience qui est celle des personnes qui font exactement la même chose que toi, mais à un niveau un peu moins avancé. C'est-à-dire qu'ils viennent de se lancer ou qui sont là depuis 6 mois, etc. Et ça, en fait, trop souvent, on l'oublie. Et je trouve que c'est un truc de ouf en deux sens. C'est que, un, à titre perso, ça te rajoute des briques de revenus. Tu vois, nous, en fait, avec mon frère, alors on va dire qu'on a un collectif ensemble, du coup, la boîte, le Sales Lab, mais on a plutôt deux solo business, tu vois, où chacun, on intervient sur des choses différentes. Et on documente tout ce qu'on fait, de A à Z. Ce qui veut dire que, un, oui, on accompagne des sales, des boîtes qui veulent faire de la conversion, etc. Et deux, on accompagne plein de solopreneurs qui veulent se développer, pas que Ouais. sur le sales, tu vois. Parce qu'on documente ce qu'on fait et que forcément, on a des demandes d'accompagnement, etc. Et ce qui veut dire qu'en fait, n'importe quelle personne qui documente son parcours, donc oui, pour reprendre mon truc, un, c'est intéressant pour toi au niveau de ton business, puisque ça va t'ajouter des briques de revenus en parlant de quelque chose que tu connais très bien. Deux, c'est super intéressant pour ton audience, puisqu'elle va choper de la valeur. Et en fait, plus tu partages de choses, plus ça fait grandir ton marché et plus ça permet à chacun d'aller vite, tu vois. Donc c'est un truc que moi j'aimerais bien, enfin je le vois de plus en plus se développer sur LinkedIn. Alors ça ne veut pas dire, tu vois, dire tout ce que tu fais de A à Z, partager tes secrets, etc. Mais c'est documenter, apporter un peu de valeur, tu vois, Ouais. et penser en mode, oui, je suis en solo business, mon focus, c'est mon business, c'est mon expertise, etc. Mais il y a peut-être un game aussi, tu vois, sur aider les gens qui font la même chose que moi, mais à un stade moins avancé, pour leur faire gagner du temps, qui en plus est un truc qui est monétisable, tu vois, qui apporte de la valeur. Donc je trouve que c'est un win-win et c'est ultra cool. Donc je veux juste caler ça, parce que je sais pas si chacun y a pensé, mais tu vois, en plus, ça permet de répondre à une problématique énorme, celle du solopreneur qui est solo et qui vend son temps contre de l'argent, donc qui va toucher un plafond de verre. Là, en fait, avec l'approche de documentation de ton parcours, tu as un moyen d'avoir un produit, tu vois, un truc productisable, je sais pas, une micro-formation, des templates Notion, j'en sais rien, tu vois, mais un truc carré Ouais. que tu peux vendre pour le coup at scale et que tu le vendes à une personne, 100 personnes, 1000 personnes, bah, ça te coûte pas plus cher. Et si tu le vends à 50 balles, enfin, tu vois, à 1000 personnes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, c'est un truc qui est cool, je pense, pour tout le monde, parce que ça apporte de la valeur et qui en plus de ça te permet de rajouter des lignes de revenus, tu vois, et c'est vraiment pas négligeable, enfin pas négligeable quand tu as une bonne audience, en vrai, c'est un truc qui est assez cool. Ouais, en fait, c'est prendre des bribes de son parcours, l'expérience qu'on vit en tant qu'entrepreneur, et rendre ça, entre guillemets, productisable pour pouvoir aider plus de personnes, parce que bah, forcément, au bout d'un moment, on peut pas accompagner tout le monde. Nos journées ne font que 24 heures. Ouais. Et du coup, bah, si la volonté, c'est d'aider un maximum de gens, bah, forcément, à un moment donné, il faut passer aussi par des produits comme ça, ou par de la diffusion un petit peu plus massive. Ouais, clairement. Et ce qui est cool d'ailleurs, c'est que tu vois, on va nous dire ah ouais, mais si tout le monde se met à faire ça, c'est toujours les mêmes questions, tu vois. Bah, c'est Tout le génial. monde fait ça. C'est génial si Et tout au le monde fait contraire, ça. tant mieux, tu vois. En fait, pour moi, plus tu as de concurrents sur un marché, plus ça tire le marché vers le haut. Parce qu'en fait, tu vas te différencier avec la valeur, tu vois. Donc ça va t'inciter. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, quand tu es solo sur un marché, tu peux faire ce que tu veux, bah, t'es peinard, tu vois. Alors généralement, quand tu es solo sur un marché, c'est pas très bon signe, tu vois. Ouais. Moi, je sais que tu vois, quand tu investis un peu dans quelques boîtes et tout, tu regardes le marché, s'il n'y a pas de concurrence, tu te dis merde, à moins que ce soit un produit révolutionnaire, s'il n'y a pas de concurrence, tu te dis ouais, ça pue un peu comme, tu vois. Mais donc en fait, ce truc de concurrence, si tout le monde se lance, tu vois, ça va pousser le marché vers le haut. On aura de plus en plus de valeur, tu auras de plus en plus de choix. Et en fait, in fine, pour le consommateur final qui va se bouffer les contenus, ce sera beaucoup plus intéressant, tu vois. Plus d'offres, plus de valeur. Non, je trouve que c'est assez cool. Un truc que j'ai hâte en fait de voir ça se développer et de voir chacun, tu vois, partager un peu son parcours, partager ses trucs. J'ai hyper hâte de voir ça. Pareil. Bah, du coup, en fait, c'est de l'account-based marketing, mais basé sur une échelle business en entier et pas que sur du marketing, finalement. Ouais, et sur Merci un autre beaucoup. persona, du Ouais. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment un moment génial. J'espère que vous qui écoutez, vous avez passé aussi un super moment. Avant de terminer cet épisode, vu qu'on est sur le calendrier de l'avant de Work in Process, je vais te proposer, Thomas, de participer au Santa Fast. C'est mon mini-jeu. Le principe, c'est un Fast and Curious, comme tu as dû le voir sur d'autres médias, mais version Noël. Est-ce que t'es prêt? Ok, ouais, let's go, c'est parti. Alors, 24 au soir ou 25 au matin? 24 soirs. Vrai sapin ou sapin artificiel? Sapin artificiel pour les thématiques un peu d'écologie en ce moment. Je vais me faire des potes. Cadeau sur liste ou cadeau surprise? Surprise. Fort.
Ils sont pas mal ceux-là. Paquet cadeau ou ticket à gratter? Euh, On est sur une question Paquet de cadeau. ROI. Ouais, j'aime pas le hasard, en vrai. Je préfère, tu vois, la prédictabilité. Vous noterez qu'il n'est pas le hasard, mais il aime bien les cadeaux surprises. Mais ouais, mais en fait, il y a moins de hasard, tu vois. Genre, le ticket, ça peut être de la merde. Voilà. Cadeau surprise, généralement, on connaît un peu, donc on sait que tu vois ce que tu vas kiffer et tout. Ou alors on se plante. Ça m'arrive 1000 fois, mais tu le dis pas, t'es sympa. Tu vois, ah putain, Ouais. j'adore. Du coup, avant-dernière question de ce Santa Fast, Noël formel ou Noël plutôt décontracté? Ah, décontracté. En vrai, je m'en fous complètement. C'est juste pour kiffer avec mes potes, ma famille. Pas Du coup, formel du tout. du coup, pour la confidence, est-ce que tu as une casquette à Noël? Je sais pas, on verra. Mais tu vois, elle est rouge, je suis un peu dans le thème déjà. Tu me diras après Noël, du coup. Et Ça dernière marche. question, qui est l'entrepreneur que tu rêverais d'entendre sur ce podcast? Alors, j'ai envie de sortir des sentiers battus. Il n'est pas encore entrepreneur, mais il est en train de monter un projet très très lourd, enfin de réfléchir à un side très très lourd. Il bosse chez Assess First. Assess First, pardon, c'est Basile Vierne, qui est très cool, et qui poste du super contenu et qui est en train de se lancer petit à petit sur la thématique du storytelling avec des contenus ultra pertinents. Donc, ça serait lourd de le voir, de l'entendre ici. Génial. Bah écoute, Basile, si jamais tu écoutes cet épisode, l'invitation est lancée. Tu viens quand tu veux sur le podcast. Encore merci Thomas pour toute la valeur que tu as partagée pour cet échange. Moi j'ai vraiment kiffé. C'était moins préparé que ce que j'ai l'habitude, mais en fait, bah c'est d'autant mieux, en fait, j'ai l'impression. J'espère que vous avez tous passé un très bon moment en notre compagnie. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Thomas, si on veut t'envoyer du love, des good vibes, te poser des questions? Très simple, écoute, bah déjà merci à toi pour l'invitation, c'était très cool, très sympa. Et pour me retrouver, très simple, sur LinkedIn, vous tapez Thomas Rivol. Alors, j'ai un petit pépin avec LinkedIn en ce moment. C'est pas un L à Rivol, c'est un I à la fin, qui est en majuscule. Donc vous tapez Thomas Rivoy, R-Y-V-O-I, et vous me trouvez. Voilà, j'expliquerai peut-être dans un prochain podcast les raisons de ce changement de lettre. Et c'est bien, ça met un peu de, tu vois, suspense et tout, on a envie de savoir. C'est ça, Donc bah, voilà, en tout cas, trop cool. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était hyper cool. avec plaisir. Du coup, si vous voulez savoir pourquoi Thomas a changé son nom sur LinkedIn, et si vous voulez le retrouver, le lien de son profil va être dans la description de cet épisode, comme ça vous ne ferez pas de faute de frappe. Encore merci à tous et à toutes pour votre écoute. Merci beaucoup Thomas, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode invité. Salut à tous, ciao ciao. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!